Bonjour et bienvenue dans la saison 2 du podcast Petit Pas Vert qui vous est proposé par la Mutualité française Nouvelle-Aquitaine, une fédération de vraies mutuelles et un expert en prévention qui vous aide à prendre soin de votre santé. Il est financé par l'Agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine dans le cadre de la stratégie des 1000 premiers jours de l'enfant et de son action en santé environnementale. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des podcasts Petit Pas Vert pour les assistantes maternelles. Donc pour ce podcast numéro 2 de la deuxième saison, c'est moi Julien qui vous retrouve et je prends la suite d'Amandine avec laquelle j'ai eu le plaisir d'animer la première saison. Et j'ai aussi le plaisir aujourd'hui d'accueillir Aline Almansa. Bonjour Aline. Bonjour Julien. Donc tu es éco-infirmière ? Oui, tout à fait. Qu'est-ce que c'est une éco-infirmière ? Alors, une éco-infirmière, c'est une professionnelle de santé qui est formée à la santé environnementale, donc à l'Institut de formation en santé environnementale par Philippe Perrin. J'ai été formée en 2021 et par la suite, j'ai intégré une coopérative qui s'appelle COP Alpha, qui est une coopérative de l'économie sociale et solidaire. Et au sein de cette coopérative, j'ai intégré un groupe, donc l'équipe CAP Santé Environnement, CAP SE, avec 3 autres professionnels, donc Maxime Bonamy, et Lisa Retailleau, et Élodie Boulanger. Donc à nous 4, nous sommes sur 3 départements de Nouvelle-Aquitaine et nous proposons nos actions de formation et d'accompagnement sur l'ensemble de la Nouvelle-Aquitaine. Vous êtes financé par l'Agence régionale de santé sur un certain nombre de vos activités, si j'ai bien compris. Vous êtes tous des infirmiers ou des infirmières qui avaient fait des formations en santé-environnement en plus, c'est ça ? Alors effectivement, donc nos actions sont majoritairement financées par l'Agence régionale de santé. En fait, nous sommes 3 infirmières de formation initiale. Maxime, quant à lui, est plutôt dans l'agro-industriel, l'agroalimentaire, pardon. Intéressant. Et voilà, donc nous accompagnons principalement les professionnels de santé, de la petite enfance et les jeunes en collège et lycée professionnel. Donc là, plutôt avec une casquette auprès de la région Nouvelle-Aquitaine également. Bon, mais très heureux de t'avoir avec nous, puisque pour les assistantes maternelles, nous sommes avec quelqu'un qui a de l'expérience. Oui, merci pour cette invitation, Julien. Donc avec Cap Santé Environnement, vous accompagnez des assistantes maternelles autour du changement de comportement ? Oui, tout à fait. Nous proposons notamment le programme MAMSEN, qui a déjà eu lieu en Dordogne et en Gironde en 2021-2023. Et donc, il s'agit d'un programme d'accompagnement qui est en visio, donc en distanciel, et qui permet de faire des échanges inter-MAM. Donc, c'est pour une douzaine de participantes, avec des ateliers donc thématiques, avec un accompagnement individualisé pour chacune des MAM, et avec un réseau social d'échange et de communication pour pouvoir progresser pas à pas, petit à petit, et puis à son rythme. Donc on a vraiment à cœur d'accompagner les assistantes maternelles progressivement à leur rythme et en fonction de leurs connaissances actuelles, de leurs compétences actuelles et de ce qu'elles savent. Donc au-delà des connaissances et des compétences des assistantes maternelles, vous travaillez aussi d'autres choses pour leur permettre d'aller vers un changement, d'expérimenter, se les approprier ? Oui, effectivement, tout ça, donc comme je le disais, ça se fait vraiment par étapes. Il y a tout un processus de changement qui se met en place quand l'on souhaite mettre une nouvelle habitude dans notre quotidien. Donc tu vois, il est tout d'abord important d'avoir connaissance d'une source de pollution telle que les perturbateurs endocriniens dans les cosmétiques, pour pouvoir ensuite se rendre compte de peut-être ce qui se joue pour moi, pour ma santé, celle de mon entourage, des enfants que j'accueille chez moi si je suis assistante maternelle. Et puis vraiment trouver son envie, sa motivation, pour ensuite pouvoir se préparer à l'action, trouver des sources d'informations, de renseignements, peut-être faire des tests, échanger autour de soi. Et vraiment, voilà, passer à l'action progressivement, faire des essais, de nouveaux essais, des rechutes éventuellement. Ça fait partie du changement. Et puis, voilà, progressivement, pas à pas, aller vers une nouvelle habitude au quotidien. Donc ça veut dire que même si j'ai la volonté de changer, ça n'est pas forcément si simple et très automatique. Nous ne sommes pas des robots, c'est bien de se le rappeler, hein. Ça fait du bien, on devrait peut-être se le rappeler un petit peu plus souvent. Et donc, pour un changement d'habitude, il faut du temps, mais est-ce qu'il y a un temps moyen ? Comment ça fonctionne ? Qu'est-ce qu'on sait par rapport à ça ? Alors, les études montrent qu'il faut en moyenne 3 à 4 ans pour qu'une nouvelle habitude se mette en place et que ce soit quelque chose d'automatique. Peut-être comme quelque chose, comme se lever le matin, aller se brosser les dents pour certains, prendre une douche ou appuyer sur le bouton de la cafetière, que sais-je. Voilà, donc il faut un certain temps parce que tout ça demande une acquisition, encore une fois, de connaissances,
ensuite des essais. Voilà, donc il y a des habitudes qui peuvent être assez rapides. Je vais penser peut-être à, tu vois, le fait d'aérer le soir avant d'aller se coucher. Une fois qu'on sait que c'est peut-être presque plus bénéfique d'aller le faire le soir pour pouvoir dormir dans un environnement plus sain où l'air a été renouvelé, ben, il suffit peut-être d'avoir simplement cette connaissance pour se dire ah bah oui tiens mais je vais le faire pendant que je suis en train de cuisiner, c'est assez rapide, ça me coûte rien en temps, en énergie, etc. Et il y a peut-être des personnes qui vont aller assez rapidement vers cette habitude-là ou une autre. Et il y en a d'autres qui peuvent être beaucoup plus longues. Je pense par exemple au sujet assez délicat des couches lavables. Ok, sujet, oui, lourd. Oui, c'est ça. Donc les couches lavables, là, pour le coup, ce sont des habitudes qui sont très peu répandues à l'heure actuelle. Donc là, il y a vraiment tout un tas de connaissances à avoir autour de ça. Donc avoir le matériel, l'avoir testé, il en existe maintenant beaucoup. Peu de gens les utilisent. Donc auprès de qui on va prendre des informations, comment on va l'utiliser, est-ce qu'on va réussir à faire le bon nettoyage, la bonne routine, comme on dit. Voilà, donc tout ça, tu vois, ça va mettre beaucoup plus de temps peut-être que simplement une aération à un instant T. Voilà. Une aération aussi sur laquelle on a déjà une base, puisqu'on a l'habitude d'aérer sa chambre le matin. Donc déjà, il y a une base, et puis qu'il y a peut-être moins d'implication sur la vie globale et l'organisation globale quotidienne. Ok, particulièrement intéressant. Et alors, c'est l'occasion de rappeler aussi que sur les couches lavables, d'ailleurs, l'Agence régionale de santé est pas complètement pour le tout couche lavable, puisque ça peut dépendre de comment c'est fait en termes d'hygiène. Là, ce que tu nous amènes, c'est que ça peut être aussi quelque chose qui est impactant socialement et qui a, dans ces cas-là, pas forcément les bénéfices escomptés, parce que si socialement il y a un poids qui est trop lourd, bien on s'y perd en fait dans l'intérêt de la thématique. Écoute, c'est vraiment très éclairant. Et donc, sachant que nous avons bien compris que le temps, bien qu'important, n'est pas le seul enjeu, et que le changement est quelque chose de prospectif, est-ce qu'il y a des étapes clés dans le changement d'habitude? Comment ça se passe? Alors oui, tout à fait, c'est un processus à part entière, hein, donc il y a plusieurs étapes. Tout d'abord, comme on disait, la prise de conscience, la prise de connaissance, avoir des informations sur le sujet. Si je prends l'exemple des perturbateurs endocriniens dans les cosmétiques ou les produits d'hygiène, ça passe d'abord par voilà, une communication à ce sujet. C'est qu'une fois que je vais pouvoir avoir ces informations, que je vais ensuite trouver ma motivation et mon envie, finalement, quel est l'intérêt que je vais avoir à faire un nouveau changement dans mon quotidien. Donc que ce soit pour moi, ma propre santé, celle de mon entourage, ou encore celle des enfants que j'accueille. Et puis ensuite, va pouvoir se dérouler donc toutes les autres étapes, trouver de l'information, des informations qui soient fiables, qui soient documentées, étayées, où il y a eu peut-être des données scientifiques. Et puis ensuite pouvoir échanger, expérimenter, passer à l'action. Donc tu vois, on a les différentes étapes, préparation, enfin découverte, préparation, passage à l'action. On essaye, il y a parfois des erreurs, il faut réessayer, et puis progressivement, la nouvelle habitude, à force de répétition, va s'ancrer et va devenir quelque chose d'assez automatique. Donc c'est pas forcément quelque chose de linéaire, c'est ça? Non, pas forcément. Ça dépend vraiment des personnes et puis du changement qu'on a aussi décidé de mettre en place, selon le niveau de difficulté potentiellement qu'on s'est mis en place, si c'est quelque chose de tout à fait réalisable là à l'instant T, ou est-ce que finalement je rencontre d'autres difficultés autour, peut-être comme on a pu évoquer rapidement, mais les enjeux sociaux, sociétaux, l'influence de la famille, des préjugés qu'on peut avoir ou autour de nous. Euh, Notre culture qui est très ancrée. Exactement, oui. Et changer, ça veut dire aussi bousculer un petit peu l'environnement social direct, se mettre en difficulté par rapport à ça? Oui, mais confronter les avis, finalement, tu vois, confronter les avis, les opinions, et puis pouvoir se positionner et se faire son propre avis, et voilà, pouvoir du coup essayer. Je parlais aussi des rechutes. Alors, ça peut paraître très négatif. Toutefois, les rechutes font vraiment partie d'un processus d'apprentissage et donc de changement de comportement. Et pour exemple, tu vois, on a les enfants, typiquement, quand ils apprennent à marcher, on le voit bien, on l'observe, ils y vont déjà progressivement. Donc, d'abord à quatre pattes, tranquillement. Ensuite, ils apprennent à se mettre debout, ils se rassoient, ils se relèvent. Et puis, ils tombent. Ils tombent et puis c'est OK, en fait. On accompagne les enfants à faire ça dans ce processus. Finalement, il faut se dire qu'à l'âge adulte, on a aussi cette bienveillance à avoir envers nous-mêmes. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très, très important parce qu'une rechute n'est pas quelque chose de négatif à proprement parler. Ça fait partie de l'étape et puis finalement, on a essayé, donc il y a une valorisation à avoir. On a essayé de mettre en place quelque chose. Ça a fonctionné, oui, non. Pour quelles raisons ça n'a pas fonctionné et comment je peux ajuster, m'adapter
Ou est-ce que j'ai besoin de faire une pause là tout de suite et puis d'y revenir plus tard, le temps de reprendre des connaissances, des informations. Voilà, tu vois, c'est vraiment quelque chose d'assez... Est-ce que ça veut dire que l'objectif n'était pas forcément le bon aussi? peut-être, ça peut être ça aussi. Ça peut être, voilà, je disais se mettre la barre peut-être un peu haut, ou pas. Donc peut-être aller vers quelque chose. En tout cas, au début, il est important de vraiment poser ses actions, Heu, en y allant finalement vers, celle qui nous semble le plus atteignable, tu vois? Aller, D'accord. et vers des thématiques qui nous sont aussi peut-être plus faciles. Peut-être qu'il y en a qui sont plus à l'aise avec les produits de salle de bain et qui vont réussir à faire des sélections assez rapidement et qui sont peut-être moins confortables autour de la cuisine ou, voilà, donc tu vois, c'est peut-être aller vers des domaines qui nous parlent aussi davantage avant de se mettre la barre très haute et d'aller faire des changements, Et donc plutôt que de s'isoler avec sa difficulté, puisqu'on peut vite se trouver, un peu nul, dans notre, difficulté, il vaudrait mieux ouvrir les questions, ces interrogations, en faire part pour des assistantes maternelles, avec qui est-ce qu'elles peuvent, échanger là-dessus? Oui, alors tu as raison, tu mets l'accent sur un point important. C'est ce qui fait aussi la richesse des groupes d'accompagnement, tu vois? Dans les programmes qu'on peut proposer, comme le programme Mamsen, par exemple, le fait d'accompagner plusieurs personnes, plusieurs mâmes ensemble, il y a les personnalités qui se révèlent aussi. Donc il y a des personnes qui sont beaucoup plus à l'aise à l'oral, qui vont oser poser des questions, d'autres peut-être un peu moins. Et nos compétences aussi en tant que formateurs et formatrices, c'est de justement alterner les temps, lors des ateliers, des temps, plus collectifs en grand groupe, plus en individuel, sur des réflexions, tu vois, autour de quiz, autour de ce genre de choses. Donc on vient aussi vers, voilà, vers, de la pédagogie, pour accompagner les adultes, hein, comme on le fait, pour les enfants. Mais, voilà, c'est important donc déjà d'être très indulgent envers soi-même et puis effectivement, donc d'oser poser des questions quand on se le sent, mais voilà, que ce soit en grand groupe ou plutôt en petit groupe, dans des groupes de pairs, après les ateliers, avant les ateliers. C'est aussi l'objet que, c'est aussi le rôle que peut avoir l'accompagnement individuel, tu vois? Ou les réseaux sociaux d'échange et d'entraide. Voilà, chacun va pouvoir y trouver un petit peu sa place et puis ses ressources, tu vois? L'important dans le changement de comportement, c'est aussi de venir activer ses ressources personnelles. Et d'aller piocher, voilà, ce qui moi me parle à l'instant T avec, ben, qui je suis aujourd'hui, avec, mes émotions, mes sensations. Nous sommes, des êtres, sensibles, dotés de, voilà, de tout un tas d'émotions et de sensations. C'est ce qui nous diffère aussi peut-être, Donc c'est là-dessus un qu'il peu. faut s'appuyer finalement? Oui, complètement. Et puis vraiment accueillir tout ça. Ça, c'est très, très important. Maintenant, on le met un peu plus en lumière, dans l'accompagnement des enfants. Mais vraiment pour nous, voilà, on a eu une éducation qui était un peu différente. Mais vraiment aujourd'hui, il y a un accent qui est mis sur ça, sur accueillir ses émotions. Qu'est-ce qui m'inconforte et pourquoi? Le corps nous dit des choses. Là tu dis même pour le jeune enfant, c'est ça? Et donc s'inspirer de ce qui se fait pour le jeune enfant qui parle particulièrement aux assistantes maternelles, c'est un petit peu la même chose, ce qui doit nous être, utile, pour, nous aussi, c'est ça? Ouais, tout à fait. Ouais, ouais. OK. On peut aussi beaucoup plus s'inspirer de ce qu'on fait avec eux Et donc tu disais, personnel, les ressources personnelles, mais pas isolées des autres, parce que le personnel, on pourrait facilement un peu se réduire à soi. C'est le personnel dans le collectif? oui, tout à fait. Ouais, ouais. Bien, bien entendu, oui. Et pour renforcer, cet aspect-là, sur le plan personnel, l'assistante maternelle peut être assez, débordée, très chargée, un nombre d'heures, important, dans le quotidien. Quelle astuce tu pourrais, donner, par rapport à ça? Alors effectivement, les assistantes maternelles ont des plannings qui sont vraiment très chargés. Ce qui est important, ça va être de vraiment mettre l'accent sur les choses qui me semblent particulièrement atteignables aujourd'hui. Tu vois? Je reviens là-dessus. C'est bon, déjà, qu'est-ce que je fais déjà? Et valoriser ça. Le partager avec les autres, si elles le souhaitent aussi ou si les personnes autour de moi, émettent des difficultés par rapport à ce que moi j'arrive à faire aujourd'hui. Et vraiment se saisir de ce que font les autres, mais prendre, voilà, vraiment, bah, moi aujourd'hui là, ce qui me semble facile, c'est plutôt, faire le tri dans mes produits ménagers. J'en ai trop, ça me libérerait en plus l'esprit d'en avoir beaucoup moins et de faire les choses un petit peu différemment. Donc, voilà, vraiment s'orienter vers ce qui nous semble, OK. le plus cohérent. Et alors ça peut paraître un peu scolaire, mais moi, il m'est arrivé parfois de passer par, une liste ou un truc qui marche quand même encore mieux pour moi, c'est, une feuille partagée en 4 avec, ce que je voudrais faire, ce qui m'est facile, ce qui m'est difficile et comment je pourrais m'y prendre, voire un petit slogan de motivation. Ça peut paraître un peu hard comme ça, mais essayer, parfois ça peut être une piste ou ça peut débloquer autre chose. Voilà, j'en profite Mmh. pour le glisser. Bien écoute, je te remercie particulièrement pour ces éléments
Ce que je retiendrai, c'est l'aspect plaisir, pouvoir jouer sur le plaisir de changement. Et pour aller plus loin, j'ai une question plutôt qu'une question d'assistante maternelle précise, une question récurrente que tu as pu remarquer comme moi, c'est dans un lieu d'activité qui est le lieu de vie familiale aussi, hein, pour la plupart qui sont à la maison. Comment faire comprendre ou peut-être, je sais pas, accepter les changements pour les autres membres du foyer? Alors oui, effectivement, donc tu as mis le doigt sur déjà la partie plaisir, la partie envie. Faire changer les autres, c'est quelque chose de très difficile. Il est beaucoup plus pertinent de faire des changements pour soi-même, parce que finalement, c'est une fois qu'on se sent confortable, à l'aise et voilà que ça va rayonner autour de nous en fait. Les autres vont avoir envie de changer. Ça marche difficilement, hein, d'imposer le changement aux autres. On évite, les disputes conjugales et les disputes avec les adolescents ou autres. Oui, il y a plus à perdre qu'à gagner, hein. Faut aussi garder un climat local, enfin familial, particulièrement propice. C'est ce qu'il y a de plus important. C'est ça, c'est très important. Donc ça peut être de mettre des petites choses à disposition. Tu vois, je sais pas, je pense à un pain de savon à disposition dans la salle de bain, dans la douche. Ben, peut-être que les autres peuvent avoir la curiosité finalement de venir Ok. tester. Voilà, mais Sympa. sans imposer, sans vraiment le changer par rapport au gel douche habituel, tu vois. Donc on met à disposition à côté et puis chacun s'en saisit au moment où il est prêt. Et là, tu vois, on rentre vraiment dans cette acceptation de moi, j'étais prête à faire ce changement aujourd'hui. Autour de moi, ils n'ont pas eu les informations. L'expérience est en même temps. proposée et puis du coup, ça peut être un sujet à l'échange aussi. Ouais. Exactement. Ouais, c'est assez Tout à parlant. fait. Et pour soutenir ou pour initier le changement, voici un exemple d'outil passant par l'écrit, simple, hein, en complément de ce qu'on a vu tout à l'heure avec la feuille partagée en 4, ce que je veux faire, ce qui est mon objectif, ce qui est facile pour moi, ce qui est difficile, et c'est important aussi de pouvoir verbaliser ce qui est difficile pour aller vers comment m'y prendre, même un petit slogan pour soutenir mon changement. En complément de ça, lister déjà, par exemple, sur les produits d'entretien, quels sont les produits d'entretien que j'utilise, ce que je pourrais changer, comment m'y prendre, mais aussi ce que je fais déjà, et pouvoir revenir sur cette liste, avoir ces éléments-là pour les regarder de temps en temps, ça c'est vraiment porteur. Et il y a une démarche qui fonctionne particulièrement bien, quelle que soit la thématique, c'est de quoi j'ai réellement besoin comme produit, mais ça pourrait être comme jouet, comme pratique autour du jeune enfant, ce que je peux améliorer, ce que je pourrais avoir comme outil, comme objet, comme produit d'entretien, comme jouet, tout à fait vertueux ou plus adapté, et voir ce que je peux faire moi-même. Avoir cette logique-là, voilà des choses qui peuvent vraiment soutenir l'action et avec cette capacité à y revenir puisqu'on garde ces éléments-là, ces listes, et on peut aussi échanger, comme tu le disais tout à l'heure, avec d'autres et les inviter à faire le même exercice. Oui, tout à fait. Et puis, c'est ça qui va aussi permettre de pouvoir durer sur le long terme, finalement. Ça va être ce genre de petit outil personnel qui va nous permettre de progresser pas à pas, régulièrement. Et puis, finalement, de faire en sorte que la nouvelle habitude devienne quelque chose dont on n'a plus besoin de penser et quelque chose qui devient machinal, finalement. Tu vois, comme on disait tout à l'heure, penser à faire son café le matin en se levant ou toute autre habitude, pardon, qu'on fait en place, voilà, et qui ne demande plus d'énergie cérébrale, qui ne demande plus d'énergie cognitive. Et même corporel, parce que j'ai l'impression que parfois le changement c'est même corporel, c'est habituationnel dans les mouvements, hein, on l'a vu dans certaines pratiques. Oui, exactement. Et puis toutes les émotions sont inscrites aussi au niveau du corps. Ça aussi, c'est quelque chose d'important à souligner. En tout cas, un point aussi essentiel que tu as dit, c'est vraiment venir mettre l'accent sur les réussites, régulièrement les réussites, pour éviter de tomber dans l'effet inverse et de ne voir finalement que les échecs. Merci beaucoup pour le plaisir de cet échange qui va bien avec le plaisir de changer et d'aller de l'avant. Merci pour cette invitation, Julien.